Donc, je vous présente Mathieu Faou et Mathieu Tartare de chez E7. Puis, ils vont nous parler de l'Ukraine, point marquant de la guerre numérique et retour sur les précédentes attaques. Est-ce qu'on a un clicker? Ouais. Et c'est juste pas notre présentation qui est affichée. Fait que c'est... Tu as allumé? C'est bon, merci. Bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin pour notre présentation qui s'intitule, comme on vient de le dire, Ukraine, point marquant de la guerre numérique actuelle et retour sur les précédentes cyberattaques. Donc, pour ce qui est de l'agenda, dans un premier temps, je vais vous parler des cyberattaques qu'on a vues qui ont ciblé l'Ukraine depuis 2014. Alors ici, on va s'intéresser uniquement aux cyberattaques qui ont été menées par des groupes APT, c'est-à-dire des groupes de cyberespionnage. Et bien évidemment, on ne va pas vous présenter une liste exhaustive de toutes les attaques qu'on a pu voir depuis 2014. On ne va pas vous assommer avec ça. La présentation, elle pourrait durer 8 heures sinon. Puis on va vous parler ensuite des événements qu'on a observés au tout début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022, pardon. Et on va en profiter pour vous parler d'Industroyer 2, qui est un malware qu'on a découvert l'an dernier, qui a été utilisé en Ukraine. Et puis ensuite, on va vous faire un panorama un peu des différentes attaques qu'on a vues contre l'Ukraine depuis 2022. Est-ce qu'on arrive à avoir un speaker note dans l'écran là, ou c'est pas possible? Ouais, super. Pour ça, je ne devrais pas en avoir besoin. Alors, je me présente. Je m'appelle Mathieu Tartare. Je suis chercheur en logiciel malveillant au bureau 17 à Montréal. Je travaille essentiellement sur les groupes prétendument chinois, allegedly chinois, on va dire. Et je dirige une des deux équipes de recherche du bureau de Montréal. Alors, ici, bien entendu, c'est pas vraiment de groupe présumé chinois dont on va parler. Et je me présente, je m'appelle Mathieu aussi, je suis chercheur en logiciel malveillant, donc je fais pas mal de rétro-ingénierie, de tracking d'attaquants, principalement des APT, notamment les APT plutôt russophones, donc notamment ce qu'on va présenter aujourd'hui. Merci Mathieu. Ah, super, merci. Juste rapidement, je ne suis pas là pour faire de la publicité pour E7, c'est juste vous présenter un peu la compagnie parce que tout le monde n'est pas nécessairement familier avec elle. Il faut savoir qu'on est sur le marché depuis un peu plus de 3 décennies maintenant et on est le plus grand fournisseur de sécurité de terminaux basé dans l'Union européenne. Le siège de la compagnie il est basé en Slovaquie. Ça vous aura peut-être pas échappé, mais la Slovaquie a une frontière commune avec l'Ukraine. Et ça nous donne une situation particulière, une visibilité particulière vis-à-vis du conflit actuel puisque notre solution, c'est la solution la plus utilisée en Ukraine actuellement, donc ça nous donne vraiment un point de vue unique sur les événements. On a une vingtaine de bureaux répartis dans le monde, répartis dans 13 pays. Et il se trouve qu'il y a 11 de ces bureaux qui ont une branche de recherche. Les autres, ça va être du marketing, des ventes, des services, du développement, ce genre de choses. Et la particularité de notre bureau de Montréal, c'est qu'on est le seul bureau qui est dédié exclusivement à la recherche. On est spécialisé dans la recherche sur les groupes APT, donc c'est-à-dire les groupes de cyberespionnage. Mais on ne s'interdit pas de toucher à du crimeware. On analyse tout malware qu'on pourrait juger intéressant et qu'on aimerait documenter. On est une douzaine d'employés actuellement, d'ailleurs il y a quelques anciens employés dans la salle ici. Il y en a certains qui sont en remote également. Et l'an dernier on a fêté nos 10 ans, même si le bureau a officieusement commencé il y a une douzaine d'années. Donc voilà pour la présentation de notre bureau et 17 en général. Donc vous vous en souvenez probablement, le 24 février, les forces armées russes, elles ont envahi l'Ukraine. Le conflit dure maintenant depuis plus d'1 an. Et sur le front numérique, il se trouve que le jour précédent l'invasion, quelques heures seulement avant l'invasion militaire russe, on a détecté dans plusieurs importantes organisations ukrainiennes
un malware destructeur qu'on appelle un wiper, et celui-ci on l'a baptisé Hermetic Wiper en l'occurrence, qui a été déployé juste quelques heures avant le début de l'invasion. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais qu'on regarde un petit peu dans le rétroviseur et qu'on s'intéresse un peu aux cyberattaques passées qui ont ciblé l'Ukraine depuis ces dernières années. Il se trouve qu'on a observé une augmentation des cyberattaques ciblées contre l'Ukraine, donc par ciblées, c'est-à-dire des attaques qui ont été menées par des groupes APT, et ce depuis 2014. Ici, on ne va pas faire semblant de prétendre que ces cyberattaques et le conflit ukrainien ne sont pas liés, évidemment. Par contre, là où on va rester prudent, c'est que nous, à I7, on n'est pas en mesure de faire nous-mêmes des attributions à des États. Ça, c'est le travail des agences de renseignement, notamment. Et si vous nous entendez, que vous lisez des articles qu'on a publiés où des attributions à des États vont être effectuées, c'est parce qu'on se base tout simplement sur des attributions rendues publiques, notamment par les gouvernements, par exemple un acte d'accusation du département de la justice américain ou ce genre de choses. Et puis nos recherches, elles sont basées tout simplement sur des éléments factuels. On s'en tient aux faits sur les données qui nous remontent de notre télémétrie de détection, l'analyse des malwares qu'on détecte, sur l'analyse de l'infrastructure réseau des attaquants, ce genre de choses. Alors ici, vous pouvez voir la liste un petit peu déformée à l'écran des groupes APT les plus notables qui ont mené des attaques contre l'Ukraine ces dernières années. Ici, ce n'est pas du tout une liste exhaustive de ce qu'on a pu voir depuis 2014. Hein. C'est simplement les groupes les plus notables, mais on pourrait en rajouter plusieurs sans problème. Et on va commencer à jeter un œil à un des groupes APT qui est probablement un des plus tristement célèbres. J'ai nommé Sandworm. En octobre 2020, en parlant d'attribution, justement, le ministère de la Justice américaine a publié un acte d'accusation qui ciblait 6 pirates informatiques membres de Sandworm, et ils ont attribué Sandworm au GRU russe. D'ailleurs, au cas où vous vous demanderiez pourquoi on appelle ce groupe Sandworm, c'est de ces chaînes de caractères-là qu'ils ont obtenu leur nom. Donc ici, vous avez en fait des adresses de serveurs de commande et contrôle, en bon français peut-être, utilisés par les attaquants. C'est des URL qui ont été utilisés dans le malware qui s'appelle Black Energy. Et si vous êtes un fan de science-fiction, vous avez peut-être déjà compris, ces chaînes de caractères, elles font référence au roman culte de Frank Herbert, Dune, donc d'où le nom Sandworm. On suit l'activité de ce groupe APT depuis vraiment longtemps et on a détecté de plus en plus de campagnes contre des cibles de premier plan en Ukraine depuis à peu près la fin 2013. On a vu des attaques utilisant le malware Black Energy en Ukraine, même dans les années précédentes, comme en 2012. Mais les attaques, elles sont vraiment intensifiées depuis à partir de la fin 2013, début 2014. Il faut savoir que Sandworm ciblait tout type d'organisation, la diplomatie, le gouvernement, les médias, et j'en passe. L'une des principales méthodes qui est utilisée par le groupe pour infiltrer les organisations, alors on a parlé du RDP comme un des moyens les plus importants pour compromettre une organisation, mais il y a aussi le spear phishing. Et là, en l'occurrence, on parle d'emails de spear phishing qui sont soigneusement conçus, hautement ciblés. Ici, vous pouvez voir un exemple qui a été réellement utilisé, qui a utilisé la guerre du Donbass comme leurre. Et l'email, qu'est-ce qu'il dit? Je ne lis pas l'ukrainien, mais il dit que le Premier ministre de l'Ukraine demande à ses agents d'investiguer. Alors, je ne vois plus la traduction. Est-ce que vous pourriez agrandir un peu le texte des notes? Parce que j'ai la traduction là. J'ai pas tant besoin de ça d'avoir l'écran en retour. Ouais, merci, super. Donc en gros, il demande à diverses institutions de l'État de vérifier chaque membre du Parlement pour son soutien potentiel aux séparatistes de l'Est, dans ce courriel-là. Donc il faut savoir qu'on est en 2014, en pleine guerre du Donbass. Et en pièce jointe, vous avez une présentation PowerPoint avec la liste des partisans séparatistes présumés. Ici, on est en présence d'une très bonne ingénierie sociale, ce n'est pas l'arnaque habituelle du prince nigérian.
En arrière-plan, qu'est-ce qui se passe si vous ouvrez ce document? Vous n'avez pas besoin d'activer de macro ou quoi que ce soit. Vous allez avoir le malware Black Energy qui va être téléchargé et installé sur la machine de la victime à partir d'un serveur distant. Et ici, il faut savoir que c'est une vulnérabilité Zero Day qui a été exploitée dans PowerPoint. Donc ça veut dire que les destinataires, ils auraient pu être compromis même s'ils avaient une version de Microsoft Office complètement à jour. Si on s'intéresse à l'exploit rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il se trouve que dans le PowerPoint, il y a 2 objets OLE qui sont intégrés dans le PowerPoint. Chacun d'entre eux, comme vous pouvez voir en dessous, là, ils contiennent un chemin distant. Ce chemin distant, c'est là où se trouvent des ressources. Ici, c'est la charge utile malveillante. Hein. Et une des fonctionnalités de PowerPoint, ça va être de charger ces fichiers. Il se trouve que là, par exemple, vous avez slide1.gif. C'est pas un GIF, c'est un exécutable. Et donc, ça va se retrouver exécuté sur la machine de la victime. Donc, le logiciel malveillant qui est exécuté, comme je vous l'ai mentionné, il s'appelle Black Energy. En gros, c'est un logiciel malveillant, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais utilisé à des fins d'espionnage, qui est multifonctionnel, qui est modulaire, c'est-à-dire qu'il peut charger plusieurs plugins, modules. Ici, vous pouvez voir une liste de certains des plugins qu'on a pu voir être déployés chez les victimes au fil des ans. Et ces modules, ils peuvent être utilisés pour faire du mouvement latéral sur le réseau, ou par exemple pour voler des informations à la victime. Black Energy, il a été utilisé dans de nombreuses campagnes contre de nombreuses organisations en Ukraine, mais l'attaque la plus notable, ça a été celle contre le réseau électrique ukrainien. C'est une attaque qui a été planifiée plusieurs mois à l'avance, qui a culminé en décembre 2015, lorsqu'en fait on a été en présence du tout premier blackout causé par une cyberattaque. Donc l'attaque elle a été rendue possible par l'utilisation du malware Black Energy et elle a été menée de manière coordonnée contre 4 sociétés de distribution d'électricité dans plusieurs régions de l'Ukraine. Alors ces sociétés de distribution d'électricité, on les appelle des oblenergos. Fait que si vous nous entendez utiliser ce terme-là, on fait simplement référence à une compagnie de distribution d'électricité. Les attaquants, ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement qu'ils ont abusé des connexion d'accès à distance, ça vous rappelle peut-être quelque chose avec la présentation précédente, pour couper manuellement le flux d'électricité dans ces sociétés de distribution-là. Ça a causé, le résultat, c'est que les foyers d'environ 230 000 Ukrainiens à travers le pays sont restés dans le noir pendant environ 6 heures. Ici, je vais vous montrer une petite vidéo, hein, elle n'apporte pas énormément en propos, mais il y a 2-3 petits détails intéressants qu'on va pouvoir voir. Je ne sais pas si elle fonctionne. Si elle ne fonctionne pas, c'est pas grave. Ah, parfait. Donc je ne sais pas s'il y a le son. Il n'y a pas le son, c'est pas grave, mais vous avez les sous-titres. De toute façon, ça parle en ukrainien. Hein, mais simplement ici, ce que vous voyez, c'est vous voyez un attaquant qui est en train d'essayer qui s'est connecté au poste de travail et qui interagit avec le logiciel SCADA. Et ils essayent de manipuler les commutateurs et les disjoncteurs. Et vous voyez l'opérateur de la sous-station réseau qui est en train de filmer son clavier pour montrer que non, il n'est pas en train de, c'est pas lui qui est en train de faire ça. Et il y a un point important ici, en fait, le point important de cette vidéo, c'est qu'on voit bien que les attaquants ici, ils interagissent de façon manuelle avec le système. Ils sont connectés au logiciel SCADA, puis ils essayent manuellement de couper les disjoncteurs, et c'est comme ça qu'ils ont pu mener leur attaque. Donc comme je viens de le mentionner, c'était la première panne de courant massif qui a été causée par une cyberattaque, mais Sandworm, ils ne se sont pas arrêtés là. Presque un an plus tard, en décembre 2016, ils sont passés au niveau supérieur avec un autre malware qu'on a baptisé Industroyer. Et ici, il y a des différences avec l'attaque de l'année précédente. Ici, on n'a qu'une seule sous-station électrique qui a été touchée, sauf qu'elle est particulièrement importante parce que c'est la sous-station de transmission de Kiev Nord. Puis les attaquants, ils avaient des ambitions plus grandes que la précédente attaque. Ils ne voulaient pas simplement couper le courant pour quelques heures. Et donc, durant cette attaque, on a découvert ce logiciel malveillant que je viens de vous mentionner, qu'on a baptisé Industroyer. Et comme vous avez pu le voir, la perturbation de l'année précédente, elle était manuelle. Ici, Industroyer a été le tout premier malware qui a été spécialement conçu pour attaquer un réseau électrique de manière complètement automatisée.
Et pourquoi? Parce que il est capable de communiquer avec les interrupteurs et les disjoncteurs en utilisant leur propre langage industriel, leur propre protocole Industroyer. Et Industroyer, il se trouve qu'il parlait 4 protocoles industriels différents, de manière complètement automatisée. À un moment spécifié par l'attaquant, il était capable d'envoyer des commandes aux disjoncteurs pour désénergiser les lignes électriques. Mais comme je l'ai mentionné ici, les attaquants, ils ne voulaient pas juste simplement couper le courant. La deuxième étape, ça a consisté à effacer les logiciels SCADA des machines de la sous-station afin que les opérateurs ne puissent plus voir l'état de leur environnement, voir l'état du réseau électrique, voir si tout se passe correctement, pour qu'ils ne puissent plus le contrôler. Et la troisième étape, Industroyer aurait tenté de désactiver les relais de protection. Les relais de protection, ils jouent un rôle très important dans un réseau électrique parce qu'ils servent à protéger le réseau des états nocifs. Ces relais de protection, ils vont surveiller le courant, la tension, la fréquence, et ils vont être capables de désactiver le courant en cas de problème. En désactivant ces relais de protection, les attaquants ils rendaient le réseau électrique vulnérable à tout état nocif. Ensuite, fort de leur expérience acquise lors de l'attaque précédente, les opérateurs de la sous-station ils seraient passés en mode manuel pour rétablir le courant. Les attaquants comptaient bien là-dessus. Et avec le courant qui est réactivé, les relais de protection qui sont coupés et aucune visibilité sur le réseau parce que les logiciels SCADA sont désinstallés, ça aurait pu potentiellement entraîner des dommages physiques sur les équipements. Si cette attaque-là elle avait réussi, ça aurait pu causer une panne qui n'aurait pas duré quelques heures comme l'attaque de l'année précédente, mais des jours ou des semaines jusqu'à ce que les équipements soient remplacés ou réparés. Ici, Sandworm, ils avaient donc des ambitions assez grandes dans cette attaque qui a échoué, en partie à cause d'une meilleure résilience des attaquants ukrainiens. Ils ont appris de la précédente attaque, mais aussi parce qu'il y a certaines erreurs de programmation dans Sandworm qui fait qu'ils n'ont pas pu atteindre tous leurs objectifs. Donc Sandworm, comme je vous l'ai dit, contient l'implémentation de 4 protocoles industriels de communication industrielle différents. Donc il était capable de supporter IEC 104, IEC 101, IEC 61850 et OPCDA. Donc c'est quand même, sans tomber dans le sensationnalisme, c'est quand même un malware qu'on n'avait jamais vu avant. En particulier en termes de sophistication, c'est peut-être devancé par Stuxnet. Et ici, quand on parle de sophistication, on ne parle pas de sophistication uniquement en termes de programmation. Faut bien se rendre compte qu'ici, les attaquants, ils ont dû faire des recherches pour comprendre le fonctionnement interne des systèmes d'une sous-station électrique ukrainienne, comprendre quelle est la série de commandes à envoyer et à quel moment pour pouvoir atteindre leur objectif. Donc, implémenter le malware, c'est une chose, mais être capable de bien comprendre les étapes nécessaires au fait à bien cette attaque, c'est ça aussi qui constitue la sophistication de l'attaque, sans compter l'implémentation de ces protocoles qui peut être parfois plutôt compliqué. Dans les années suivantes, on a vu des évolutions dans la boîte à outils qui a été utilisée par Sandworm. Et il se trouve que leurs activités elles sont diversifiées en 2 clusters distincts. Il y a eu le cluster qu'on nomme Grey Energy. Eux, ils ont poursuivi leurs attaques contre le secteur de l'énergie. Et il y a le cluster qu'on a baptisé Telebot, qui ont mené essentiellement des attaques contre le secteur financier en Ukraine. Et Telebot, ils sont également à l'origine de la tristement célèbre épidémie de NotPetya, dont vous vous souvenez peut-être, qui a eu lieu en juin 2017. NotPetya, c'était un faux ransomware perturbateur. Par faux ransomware, j'entends que ça avait bien toutes les fonctionnalités d'un ransomware. C'était capable de chiffrer les fichiers, d'afficher un message de rançon que vous pouvez voir ici. Mais ça n'a pas été fait du tout pour le gain financier. Vous pouviez même vous amuser à payer la rançon si vous vouliez, vous n'allez pas récupérer vos données. L'objectif ici, c'était la perturbation, c'était semer le chaos et d'une certaine manière, c'était une forme de démonstration du pouvoir des attaquants russes. Alors, si vous les perturbations, elles ont été énormes. Tout le pays a été paralysé. Les gens ne pouvaient plus payer aux terminaux de points de vente dans les supermarchés, ils ne pouvaient plus acheter de l'essence dans les stations-service, par exemple.
Et tout le monde a vu les effets de ce malware. Toute l'industrie de la cybersécurité analysait NotPetya à ce moment-là. Mais il y a 2 choses importantes qui ont été découvertes par les chercheurs d'I7 au sujet de NotPetya. La première chose, c'est au sujet de l'attribution. On s'est rendu compte que NotPetya s'était bien déployé par Sandworm, que c'était Sandworm qui était derrière cette attaque. Et un deuxième point, c'est l'origine de l'attaque, c'est-à-dire le patient zéro. Parce qu'on peut se questionner, se poser la question, comment ça se fait que NotPetya ait pu se répandre aussi facilement et rapidement dans tout le pays. Ça, c'est lié grâce, ça a été rendu possible grâce à une petite société de logiciels qui s'appelle MEDOC. C'est une société qui est petite mais qui est très influente en Ukraine parce que c'est le fournisseur du logiciel de comptabilité le plus populaire, qui est utilisé par la majorité des entreprises ukrainiennes. Et il se trouve que Sandworm, ils ont compromis MEDOC, ils ont introduit NotPetya ils ont compromis leur supply chain, leur chaîne d'approvisionnement pour déployer du logiciel malveillant, en l'occurrence NotPetya, chez les utilisateurs de ce logiciel de comptabilité. Alors, après quelques heures, le potentiel destructeur de NotPetya, il s'est propagé à l'échelle mondiale, bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Ça, c'est parce que NotPetya, il s'est également propagé comme un ver réseau, parce qu'il utilisait l'exploit Eternal Blue. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un des exploits qui a fuité de la NSA. Et il se trouve qu'on est dans un monde mondialisé. Il y a plein d'entreprises dans le monde qui avaient des succursales en Ukraine et donc des connexions en Ukraine, et donc qui se sont retrouvés infectés. Les dégâts, ils ont été énormes. Même aujourd'hui, NotPetya, c'est considéré comme la cyberattaque la plus dévastatrice et coûteuse de l'histoire, avec des dommages qui sont estimés à plus de 10 milliards de dollars. Ce nombre, c'est probablement que la partie émergée de l'iceberg, parce que ça, c'est le nombre qui a été rapporté par les plus grandes entreprises, pas nécessairement par les petites PME. Et parmi les victimes, on trouve la société pharmaceutique américaine Merck, les géants du transport Maersk, FedEx, et un peu ironiquement, on a également la société pétrolière russe Rosneft qui fait partie des victimes. Alors bien que les attaques les plus notables et les plus visibles de Sandworm, elles se sont produites entre 2015 et 2017, c'est vraiment important de garder à l'esprit que le groupe il est toujours resté actif depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. On a toujours observé des attaques menées par eux. Alors il y a tout un tas d'autres groupes qui ont été actifs en Ukraine. Je vais vous parler d'un dernier groupe dont on a observé les activités jusqu'à aujourd'hui, ou plutôt 2 groupes. C'est l'interaction, le duo entre Gamma-Redon et Invisimol. Alors, au sujet de Gamma-Redon, c'est un groupe qui est très actif. C'est probablement le plus actif, c'est le plus actif en Ukraine depuis des années. Et ce que vous voyez ici, c'est une image qui a été dressée par les autorités ukrainiennes, par les services de sécurité de l'Ukraine, qui affirment que les opérations de ce groupe, elles proviennent du bureau du FSB en Crimée. Alors la plupart des gens, vous avez parfois entendu dire que c'est un groupe qui est un peu boîte, pas très sophistiqué, mais il faut noter qu'ils ont un rythme d'opération qui est très très élevé et qui présente plusieurs défis. Tout d'abord, ils ont un développement très rapide. Ils introduisent toujours de nouveaux outils, ils apportent des petites modifications à leur ensemble d'outils existants. Ils le font depuis très longtemps. Par exemple, récemment, ils ont réécrit la plupart de leurs outils malveillants en PowerShell. Les fonctionnalités, c'est les mêmes, sauf que la technologie sous-jacente, elle a complètement changé. Donc, par exemple, vous devez revoir complètement votre détection pour être capable de vous protéger contre ça. Ils apportent aussi régulièrement plein de petites modifications à leur obfuscation, ce qui peut rendre l'analyse automatisée de leur script, par exemple, plus compliquée. Également, ils vont infecter les documents sur les machines des victimes. Donc, ils vont introduire du code malveillant dans des documents tout à fait légitimes sur les machines des victimes. Et ça, ça va ajouter un nouveau défi. Quand vous allez faire le nettoyage chez ces victimes, la tâche, ce n'est pas simplement de récupérer les documents d'intérêt, mais c'est aussi d'être capable de supprimer le code malveillant de ces documents. Et puis également, ils produisent un très très grand volume d'échantillons. Ils déploient régulièrement de nouveaux malwares. Ils ont un grand volume d'attaques, donc ça c'est aussi un grand challenge pour les défenseurs. Et donc il se trouve que Gamma-Redon, ils ont collaboré avec le groupe Invisimol lors de certaines compromissions en Ukraine. Et il y a une grande différence dans la façon dont les 2 groupes fonctionnent.
Gamma-Ray, ça a été le groupe, comme je viens de le mentionner, le groupe APT le plus actif en Ukraine ces dernières années. Et c'est des attaques de haut volume. Leurs malwares, ils sont en développement constant, on détecte tout le temps de nouvelles versions. Et ça, c'est en contraste frappant avec le mode opératoire très secret qu'on a pu voir dans le cas du groupe Invisimol. Alors, ici, je vais vous montrer un exemple de collaboration entre les deux groupes où, dans un premier temps, vous allez avoir Gamma-Ray qui va se concentrer sur la compromission initiale des organisations cibles et la sélection des cibles les plus intéressantes. Ici, le scénario typique, c'est Gamma-Ray qui utilise des emails de spear phishing comme vecteur d'infection. L'email, il va contenir un document malveillant dans la pièce jointe. Donc ici, c'est un document leurre avec une macro malveillante. Lorsque le document est ouvert, que les macros sont autorisés, ça va lancer silencieusement un téléchargeur VBS qui va télécharger la payload Gamma-Ray que nous, on appelle Pterodo. Et une fois dans le réseau, l'attaquant, donc Gamma-Ray, ils vont effectuer une reconnaissance et ils vont identifier les cibles les plus intéressantes. Une fois qu'ils ont identifié les cibles les plus intéressantes, ils vont passer les rênes à Invisimol. Et donc sur ces cibles les plus intéressantes, le groupe Invisimol il va mettre à jour le malware sur les machines des victimes vers le malware qui porte le nom du groupe, qui s'appelle Invisimol. Donc, on suppose qu'il s'intéresse à ces victimes parce que c'est des victimes qui sont d'un intérêt particulier pour les attaquants. Et on a vu des organisations de premier plan comme le gouvernement ou la diplomatie qui ont été ciblées par ces deux groupes. Alors, il y a tout un tas d'autres groupes APT qui mettent des attaques contre l'Ukraine. Je ne vais juste pas pouvoir vous faire une liste exhaustive ici. On n'aura pas le temps d'aborder tout aujourd'hui. Mais on publie régulièrement nos conclusions au sujet de ces attaques, des attaques en Ukraine, à la fois dans nos rapports privés de Threat Intel, mais aussi dans nos articles publics que vous allez pouvoir trouver sur notre blog We Live Security, dont on partagera le lien par la suite. Et maintenant, on va s'intéresser un peu aux événements les plus récents. Donc, comme vous le savez, l'invasion, ou plutôt la seconde invasion de l'Ukraine après 2014, a commencé le 24 février 2022. Et je vais passer la parole à Mathieu pour vous raconter tout ça. Merci. Donc l'invasion a eu lieu le 24 février, mais si on remonte juste à la veille, le 23, en fait, il y a eu une série d'attaques DDoS contre des sites web assez importants en Ukraine, notamment des sites web du gouvernement, comme le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, ou alors les services secrets intérieurs, le SBU, puis aussi des entreprises privées comme des banques. Donc, on n'est pas dans un type d'attaque très sophistiqué, c'était juste pour empêcher l'accès à ces sites internet. C'est ça. Ouais. OK. Et puis, en fait, le même jour, quelques heures plus tard, on a découvert une autre attaque beaucoup plus destructrice. Donc, Mathieu l'a évoqué au tout début de la présentation, au moyen d'un wiper, donc un effaceur de données qu'on appelle Hermetic Wiper. Ça a commencé à 17h, heure locale ukrainienne, donc juste quelques heures avant l'invasion militaire du lendemain. Donc ce soir-là, on a analysé comme assez tard le malware. On n'était pas encore au courant qu'il y allait avoir une invasion, et donc on a publié rapidement un thread sur Twitter pour informer de ce qui se passait. Donc, qu'est-ce que c'est Hermetic Wiper? Donc, comme je disais, c'est un logiciel malveillant de type wiper. Donc, en fait, c'est pas un ransomware dans le sens que le but, c'est de juste effacer les données sans possibilité de récupération. Il n'y a pas de demande de rançon. Il n'y a pas forcément de note qui est affichée. Le but, c'est juste de plus ou moins détruire la machine. Et donc, le but n'est pas du tout financier. Le but est vraiment d'avoir un impact physique sur les machines. Hermetic Wiper, on l'a trouvé dans quelques centaines de systèmes. Nous, on l'a vu dans 5 organisations ukrainiennes. C'est possible qu'il y ait plus, puisqu'on n'a pas de la visibilité sur toutes les organisations en Ukraine. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'un des samples, un des échantillons de Hermetic Wiper était un peu plus ancien. Donc sa date de compilation était le 28 décembre 2021. Ça, c'est quelque chose qui est possible d'être modifié, truqué par les attaquants, mais dans ce cas-là, il y aurait peu de sens de mettre une fausse date qui serait le 28 décembre 2021. Donc on pense vraiment que en fait, ce wiper a été développé quelques mois avant l'attaque. Oui, donc ça montre que
Aussi, Hermetic Wiper a été signé avec un certificat qui avait été émis par DigiCert en avril 2021. Donc ça montre que l'attaque était planifiée depuis un certain temps. Donc c'est un certificat qui n'a pas été volé, c'est vraiment un certificat qui a été acheté par les attaquants. Hermetic Wiper, ce n'était pas le seul logiciel malveillant utilisé dans cette campagne. Donc, en fait, on a aussi trouvé un worm qu'on appelle Hermetic Wizard qui permettait de propager Hermetic Wiper dans le réseau local. Donc, ça n'utilisait pas de vulnérabilité, au contraire de notre PTI. Ils utilisaient juste un set de username et mot de passe intégrés, hard-codés dans le malware, et puis ça se propageait par WMI après. Et puis on a un dernier composant qui est un peu étrange, donc qui s'appelle Hermetic Ransom. Dans ce cas-là, c'est un faux ransomware. C'est un peu étrange d'utiliser un faux ransomware en plus d'un wiper, puisqu'ils avaient déjà déployé un wiper. Donc on savait que le but c'était de wiper, donc pourquoi déployer un faux ransomware? Peut-être qu'il allait être utilisé pour une autre opération, et puis comme on a commencé à bloquer Hermetic Wiper et que leur attaque pas été un grand succès, ils se sont dit qu'ils allaient déployer Hermetic Ransom, mais on n'a pas vraiment de réponse. Ça, c'est le message de rançon qui était affiché par Hermetic Ransom. Donc on voit que c'est vraiment pas un wiper, ils ont voulu se faire passer pour un ransomware. Puis dans le code, il y a aussi quelques références à Joe Biden et la Maison Blanche. Sans doute, mais ils sont assez habitués de blagues plutôt douteuses. Puis c'est un autre exemple. Comme je disais, Hermetic Wiper et Hermetic Wizard étaient signés par un certificat attribué à une société qui s'appelle Hermetica Digital, qui est basée à Chypre. En fait, ils n'ont rien à voir avec cette attaque, c'est juste Sandworm a utilisé leur nom pour acheter un certificat à DigiCert. Donc pour le moment, DigiCert n'a pas vraiment fait de vérification ou des mauvaises vérifications. Puis ce certificat a été révoqué à notre demande le 24 février. Ensuite, le jour de l'invasion, on a identifié un autre wiper en Ukraine qui s'appelle Isaac Wiper. Pour la petite histoire, il s'appelle Isaac Wiper puisque quand je l'ai reversé, au début, je pensais qu'il utilisait un générateur de nombres pseudo-aléatoires qui s'appelle Isaac, mais en fait, c'était juste un Mersenne Twister assez classique. Et puis, comme on avait déjà publié à propos de ça, le nom est resté, mais en fait, le nom n'a pas vraiment rien à voir avec les fonctionnalités. Donc c'est un wiper, il va en fait générer des données aléatoires et écraser tous les fichiers du disque avec ces données aléatoires. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'est pas très bien implémenté dans le sens où tout se passe dans un seul thread. Donc en gros, si le disque est relativement grand, ça va prendre une éternité à wiper entièrement. Donc si quelqu'un éteint la machine ou la débranche, les dégâts vont être assez minime, je dirais. Puis, oui, on a trouvé un des samples qui avait une date de compilation au 19 octobre 2021. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui est possible d'être modifié, mais c'est un indicateur. Ça peut être un indicateur disant que Sandworm s'était préparé plusieurs mois à l'avance et avait en stock un certain nombre de logiciels malveillants qu'ils allaient déployer le jour où la guerre allait être lancée. Donc, ça. Ensuite, il se passe quelques semaines, 2-3 semaines, puis on observe une attaque avec un autre wiper qu'on a appelé Caddy Wiper, puisque son nom sur le disque c'est caddy.exe. On l'a trouvé sur une dizaine de systèmes en Ukraine, principalement dans des entreprises du secteur financier. Puis, c'est pas mai, c'est mars, je me suis trompé. Mais, donc il a été compilé et déployé le 14 mars 2022. Donc ça montre qu'il a été... que cette fois-ci, ils ne l'avaient pas en stock précédemment, ils l'ont vraiment codé, compilé, et puis il a été utilisé sur le champ. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été déployé par GPO, donc Group Policy Object. Ça veut dire que les attaquants avaient déjà le contrôle du domaine de l'Active Directory des organisations ciblées. Par contre, on ne sait pas vraiment comment ils ont accédé à cette Active Directory. Probablement, comme l'Ukraine est quand même le sujet d'attaque depuis longtemps, il y a des attaquants russes qui sont prépositionnés depuis un moment. Donc, c'est dur de remonter plusieurs années en arrière.
Et donc un point intéressant dans le code de KDWiper, c'est qu'il ne fait rien s'il est exécuté sur le contrôleur de domaine. Donc ça montre que les attaquants veulent garder leur accès de domaine admin. Si jamais ils veulent déployer un nouveau malware, un nouveau wiper si ça a été un échec par exemple. Puis peut-être l'événement le plus marquant de toute cette année, c'est le 8 avril. Donc on a été contacté par le CERT gouvernemental ukrainien pour investiguer une attaque donc, du malware qu'on a appelé Industroyer 2. Donc c'est une variante de Industroyer dont Mathieu a parlé tout à l'heure et qui avait été utilisée en 2016 par Sandworm pour couper l'électricité d'une partie de Kiev. Et donc ce qui est intéressant, c'est que Industroyer 2, c'est juste la 3e fois où on observe un logiciel malveillant qui est utilisé pour couper l'électricité dans le monde. Donc ça, c'est le CERT ukrainien a publié vraiment très rapidement des détails sur Industroyer 2. 2 ou 3 jours plus tard, je pense, l'attaque était le vendredi, ils ont dû publier le lundi. Puis donc l'attaque a été déjouée, il n'y a pas eu de coupure d'électricité grâce à une réponse rapide de la société ciblée, du CERT ukrainien et de notre assistance. Et donc si ça avait réussi, il y aurait eu à peu près 2 millions de personnes qui auraient été touchées parce que l'entreprise de distribution d'électricité touchée fournissait toute l'électricité pour une région qui compte 2 millions d'habitants. Et il y avait aussi par exemple une base militaire assez importante pas très loin. Et donc c'est probablement la cyberattaque ou une des cyberattaques les plus importantes pendant cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Puis je tiens juste à remercier mes 2 collègues, Anton et Robert, qui ont fait l'analyse de Industroyer et qui sont vraiment les spécialistes de Sandworm et de Industroyer. Donc c'est eux qui ont fait toute l'analyse technique de Industroyer 2. La compromission initiale de l'entreprise de distribution d'électricité, c'est le 17 février ou avant. Donc on est sûr que les attaquants étaient là le 17 février. Potentiellement, ils étaient là avant. Et donc ça fait presque 2 mois avant le déploiement de Industroyer 2. Le début de l'attaque de Industroyer 2, c'était préconfiguré pour le vendredi à 17h58. Donc, pourquoi l'attaque a échoué? D'une part, parce qu'il y a eu les défenseurs qui ont agi vraiment rapidement, mais aussi parce que le vendredi, dans cette entreprise, les gens ils partent souvent vers 16h, 17h, donc la plupart des machines étaient éteintes et donc n'ont pas été wipées. Ça n'a pas empêché Industroyer d'être déployé, etc. Mais il y avait d'autres machines du réseau Windows qui devaient être wipées et qui n'ont pas été wipées puisqu'elles étaient éteintes. Donc Industroyer 2, ça se présente sous la forme d'un exécutable Windows. Encore une fois, on peut regarder la date de compilation qui est le 23 mars 2022, donc presque 2 semaines avant son déploiement. Si on compare Industroyer 2 avec la version initiale, donc le Industroyer tout court, la nouvelle version est pas mal plus basique dans le sens qu'elle implémente un seul protocole ICS qui est le IEC 104. Par contre, on a quand même des grosses similarités de code, notamment dans l'implémentation du protocole IEC 104 avec Industroyer. Donc on pense qu'il a été compilé à partir du même code source. Puis quelque chose d'autre qui est assez étrange ou basique, je dirais, c'est que la configuration est hard-codée directement dans le malware. Donc les IP des équipements industriels à aller attaquer ont été directement hard-codés dans le malware. Donc si jamais ils s'étaient trompés, par exemple, et qu'ils avaient besoin d'attaquer un autre équipement industriel, ils auraient dû recompiler un autre malware et le redéployer, alors que la version initiale de Industroyer avait une configuration externe et assez simple à updater. Donc en plus d'Industroyer 2, comme je disais, il y a eu d'autres malwares qui ont été déployés, notamment pour wiper une partie de l'infrastructure, ou pour tenter de wiper une partie de l'infrastructure de ce fournisseur d'électricité. Et puis on pense que ces wipers étaient destinés à effacer les traces de l'attaque. Donc on a
d'un côté, dans la partie système industriel, on va avoir IndustriWare 2 et Caddy Wiper, dont j'avais parlé plus tôt, qui vont être déployés. Puis, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il y a des malwares pour Linux et Solaris, puisque cette entreprise avait tout un environnement Linux Solaris. Puis, Sandworm a déployé 3 différents wipers pour ces plateformes. Puis, par exemple, ORC Shred, ce qui est intéressant, c'est que c'est un worm un peu comme Hermetic Wizard, et il essayait de se propager dans le réseau local pour wiper le plus possible de machines. Et donc ça, c'est des outils complètement custom développés par le groupe. Si on revient rapidement sur la timeline, donc on a eu en temps UTC, donc on a eu à 14h58 le déploiement de Caddy Wiper sur des machines Windows et aussi des malwares Linux et Solaris. Ensuite, à 15h02, on va avoir les opérateurs qui créent une schedule task pour pour planifier l'exécution de IndustriWare 2. Donc l'exécution planifiée d'IndustriWare 2 à 16h10, qui n'a pas eu lieu, pour couper le courant. Et puis en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à 16h20, sur la même machine, il y avait l'exécution planifiée de Caddy Wiper, donc probablement pour cacher toutes les traces de IndustriWare 2, éviter qu'on récupère les samples et qu'on puisse comprendre ce qui s'était passé. Donc cette timeline montre quand même que c'était assez planifié et pensé. Ensuite, en juin, on a observé d'autres incidents impliquant Caddy Wiper. Donc Hermetic Wiper, on l'a vu au début de la guerre et puis après une fois par-ci par-là, mais vraiment pas de manière constante. Caddy Wiper, c'est vraiment le wiper qu'ils vont utiliser pendant toute l'année, enfin pendant une bonne partie de l'année jusqu'à l'automne. Donc ils ne l'ont pas du tout modifié malgré les détections qu'il était très bien détecté. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé un loader custom qui s'appelle ArguePatch pour empêcher de se faire détecter. Donc en fait, c'est le but. Enfin, ArguePatch, c'est un shellcode qui est inséré dans un binaire légitime. Encore peut-être des trolls, ils ont utilisé des binaires légitimes de i7, aussi de AIDAPro, qui est un logiciel de rétro-ingénierie qu'on utilise pour étudier les logiciels malveillants. Donc ils ont pris des exés de i7 AIDAPro, ils ont injecté des shellcodes à l'intérieur, puis ils les ont distribués, et puis ça a loadé Caddy Wiper. On pense qu'ils utilisent un outil qui s'appelle ShelterPro pour faire ça, parce que c'est pas si simple que ça d'insérer un shellcode en plein milieu du code d'un logiciel légitime. Ensuite, il y a eu une pause pendant l'été. On a observé vraiment peu d'activité jusqu'en octobre 2022, où il y a eu le déploiement de Nico Wiper et du ransomware Prestige. Donc le premier dont je vais parler, c'est Nico Wiper. Il a touché un peu moins d'une dizaine de systèmes d'un fournisseur d'énergie ukrainien. Puis comme la plupart des autres wipers, il a été déployé par GPO. Encore une sorte de blague de Sandworm. Son nom, c'était notcaddynico.exe. D'où son nom, d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'en octobre 2022, c'est aussi le moment où il y a eu de nombreuses attaques physiques contre le réseau énergétique ukrainien. Donc il y a eu des attaques de missiles contre des entreprises qui fabriquent de l'électricité, des usines de fabrication d'électricité, aussi des usines de fabrication d'eau chaude, parce qu'il faut savoir qu'en Ukraine, généralement, le chauffage et l'eau chaude sont collectifs au niveau municipal. Donc il y a des grosses usines qui fabriquent de l'eau chaude. Donc c'est dur d'établir une vraie corrélation entre ce que fait Sandworm et l'armée russe, mais définitivement les objectifs semblent les mêmes. Autre point intéressant de Nico Wiper, donc c'est un outil custom, mais en fait ce que ça fait, ça lance juste SDelete, qui est un outil de Microsoft qui permet la destruction sécurisée de fichiers. Ensuite, Prestige, c'est un faux ransomware, donc comme NotPetya, comme Hermetic Ransom. Il a été utilisé le 11 octobre, donc le but c'est d'effacer les données sans possibilité de récupération, même s'il se présente comme un ransomware. Il a touché quelques centaines de machines dans au moins 2 organisations en Ukraine et en Pologne, des entreprises spécialisées en logistique. Donc, à notre connaissance, c'est la première fois où ces attaques de Wiper de Sandworm sont sorties de l'Ukraine et là, on commençait à toucher la Pologne. Et comme d'habitude, il a été déployé par GPO. Donc ça, c'est
c'est la note de rançon. Comme vous pouvez le voir, l'adresse email n'est même pas correcte, ou alors elle est correcte, mais ils se sont trompés, c'est Ranusomewhere. Ensuite, on va avoir en novembre une autre attaque d'un ransomware qui s'appelle RansomBugs. Il a encore été déployé par GPO. Puis pour une raison quelconque, dans la note et dans le code, il y a plein de références au film Monster de Pixar. Et le dernier à date, c'est Swift Slicer, qu'on a détecté le 25 janvier dans 2 gouvernements locaux en Ukraine. Donc c'est un wiper en Golang. Comme vous voyez, les noms de fonctions sont pas vraiment obfusqués, ou pas du tout obfusqués. Donc ça montre que probablement ils sont à court de wiper, ils sont en train de développer des malwares en même temps que les déployer, et puis ils n'ont pas vraiment le temps de faire ça proprement. Donc l'objectif des attaques en Ukraine, c'était d'une part de faire de l'espionnage, donc principalement avec Pterodo, comme Mathieu a parlé, pour collecter des données qui peuvent permettre d'avoir un avantage stratégique ou tactique dans le conflit, et d'autre part le sabotage, donc perturbation, destruction, et c'est ça que fait Sandworm. Si ce talk vous a intéressé, vous pouvez aller voir le blog qu'on a sorti vendredi dernier. Il y a une timeline de toutes les attaques qu'on a recensées avec des références donc vers nos analyses ou des analyses d'autres chercheurs, notamment de Microsoft ou SentinelOne par exemple. Puis donc, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Il y a eu vraiment plein d'autres groupes dans les années précédentes. On a étudié beaucoup d'attaques d'Edukes, de Turla, de Sednit, aussi connus sous le nom de APT28 par exemple, ou de groupes nord-coréens comme Lazarus, qui sont aussi actifs en Ukraine. Donc, avant le conflit, on notait surtout des cyberattaques sophistiquées de type espionnage, donc pour récupérer de l'information. Mais depuis février 2022, on a noté qu'il y avait principalement des attaques destructrices, donc c'est vraiment un changement. Et puis, on notera aussi que certaines campagnes ont touché des pays limitrophes, comme la Pologne, donc ce n'est pas uniquement limité à l'Ukraine. Si vous voulez voir nos blogs, vous avez le QR code ici, donc c'est notre blog welivesecurity.com. On publie une bonne partie de nos recherches là-dessus, sur de l'APT, aussi du cybercrime. Et puis on a un compte Twitter avec des informations fraîches qu'on ne publie pas tout le temps sur le blog, ou des informations plus rapides. Quand vous allez sur We Live Security, pensez à aller dans la section recherche, parce que sinon vous allez avoir tous les blogs d'awareness avec ça. Merci d'avoir écouté notre présentation, et puis on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a des questions en ligne? Oui, j'ai une question. Est-ce que c'est vrai qu'en tant qu'employé d'I7, vous êtes obligé de mettre un screenshot de phare dans vos présentations? La rumeur dit que c'est le cas, mais on n'a pas le droit de communiquer officiellement sur le sujet. Non, c'était une question troll, là, bien sûr, mais pour la blague, parce qu'il y en a tout le temps un, puis je suis comme, il n'y a personne qui utilise phare à part vous autres. Peut-être d'autres, mais en tout cas, très, très antivirus industrie. C'est très pratique. Ouais, mais non, ma vraie question, c'est... on voit beaucoup d'attaques de l'Ukraine, puis je pense que ça a augmenté là, sur les pare-feux. Mettons, beaucoup de scans. Puis là, ça touche à votre surveillance. Ça touche pas spécifiquement au malware que vous avez discuté aujourd'hui, mais à votre vigie vraiment élevée sur la situation là-bas. Est-ce que... Moi, j'ai comme l'hypothèse que c'est peut-être des Russes en territoire ukrainien qui utilisent l'infrastructure Internet, mais est-ce que c'est le cas ou si c'est juste qu'il y a aussi beaucoup de criminalité, de cybercriminalité là-bas en général? Après, ça dépend, parce qu'il y a beaucoup d'hébergeurs en Ukraine aussi, donc c'est assez fréquent d'avoir des C2 ou des serveurs qui scannent, qui sont hostés en Ukraine. Donc ça dépend si tu parles d'hébergeurs ou de machines infectées ou de gens en Ukraine qui feraient des attaques. Mettons machine infectée.
J'avoue que je sais pas trop, mais c'est vrai que tout le monde ne tourne pas à Windows 11 en Ukraine, disons. Donc c'est assez fréquent d'avoir un peu de tout et n'importe quoi. Dans ce qu'on observe dans la télémétrie, c'est fréquent d'avoir des infections avec des coin miners ou plein de trucs sur des machines ukrainiennes. Donc ce serait pas étonnant qu'elles soient ensuite utilisées pour faire d'autres attaques distribuées ailleurs. Comme point de pivot, OK. Ouais. OK, c'est bon. Merci. Par contre, pour les cybercriminels en Ukraine, je sais pas trop, on n'a pas trop fait de recherche là-dessus, donc je pourrais pas dire de bêtises. Mais sûrement qu'il y en a. C'est la série de questions des anciens 17. Ouais. Alors, la Slovaquie a été a pris position officiellement là, dans le conflit, évidemment. I7 aussi, je crois. Avez-vous peur de subir des contre-coups de toutes vos recherches, puis que les Russes se mettent à cibler l'entreprise comme telle? Et si oui, qu'est-ce que vous faites pour vous protéger? C'est une bonne question. Comment répondre à ça? Il n'y a pas de doute que ce genre de compagnie, puis pas que ICET, je pense de l'industrie de la sécurité en général, doit probablement être la cible de ce type de groupe. On ne va pas se mentir. Pour les mesures mises en place... comment? Vous en répondre à ça. Non, mais pas d'informations en particulier, mais on n'a pas eu de nouvelles consignes particulières, en tout cas en lien avec ça, si ça répond à ta question. Est-ce que nous avons d'autres questions? Merci beaucoup, Mathieu et Mathieu.